voudrais déjà vous dire Akwaba, bienvenue à Orange Digital Center, bienvenue à vous également, tous nos anciens collègues. On s'est dit déjà on va prendre le temps rapidement de se présenter l'équipe et puis qui représente. Donc, je pense que vous me connaissez, la plupart de moi c'est Habib Bamba, donc directeur de la transformation du digital et des médias, donc la direction à laquelle l'ODC est rattachée, parce qu'il y en a qui me demandaient si c'était rattaché à la fondation. Je suis aussi directeur de la fondation, mais je suis là en tant que digital. C'était des anciens salariés OCI qui aujourd'hui sont entrepreneurs, qui vont partager avec nous leurs expériences, on va dire les bonnes expériences et les mauvaises, parce que c'est important avant de se lancer de savoir le chemin auquel on sera confronté. On a beaucoup d'entrepreneurs qui partent un peu à l'aventure et qui échouent, manque de préparation. Le rôle d'Orange Fab aussi, c'est d'être en amont dans la préparation justement et accompagner ces personnes-là à être les meilleures versions possibles d'elles-mêmes dans l'entrepreneuriat. Pour chacun de vous, quelles ont été les différentes étapes de la mise en place de cette décision-là? Je ne le faisais pas spécialement parce que j'avais envie d'entreprendre. J'ai vu un besoin et j'ai commencé à y répondre. Et puis, chemin faisant, j'ai vu que c'était une bonne opportunité aussi qui pouvait nourrir son homme. Donc, ce n'est pas évident de renoncer à un salaire, de renoncer à des avantages. Et quand on est senior manager chez Orange, franchement, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce qui m'a donc poussé à partir? C'est un profond malaise que j'ai commencé à éprouver. J'étais plus bien. En fait, j'avais entendu des entrepreneurs raconter leur histoire en disant que l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Et à un moment donné, on sent un appel qui est fort et on sent qu'on ne peut plus tenir. Et c'est ce que j'ai vécu littéralement. J'arrivais au travail et tout me semblait bizarre. Pour les collègues qui m'ont connu chez Orange, je suis quelqu'un d'engagé dans le travail. Voilà, c'est vrai que je faisais éduquer son enfant en marge de mon travail de salarié, mais je ne délaissais pas mon travail, j'étais à fond. J'atteignais mes objectifs, tout. Mais à un moment donné, j'étais vraiment mal à l'intérieur. J'arrivais, je regardais les locaux, et puis tout semblait bizarre. J'entendais une voix me dire « Mais tu fais quoi ici? C'est plus ta place, en fait. Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était au stade où, comme les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, il m'arrivait de pleurer. Je ne veux pas aller au travail. Parce que je n'arrivais plus à être dedans. Donc j'ai senti que je ne pouvais pas continuer parce que je commençais à être profondément malheureuse. Même si j'avais des patrons super, ils m'ont toujours encouragée. Aucun patron ne m'a combattue. Ce que je fais, c'est public sur les réseaux sociaux, tout le monde voit. Et au contraire, j'ai eu des patrons très encourageants. J'aimais l'entreprise, j'ai des collègues formidables, mais je ne pouvais plus. Donc voilà, je prévoyais partir 2 ans plus tard et puis 2 ans plus tôt. Non, ça suffit. Ce que j'ai pas dit, c'est que pendant cette période, j'avais un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était celui de pouvoir lancer une école de parents en ligne. On n'apprend pas à être parent. Et pourtant, c'est un métier qui demande tellement de compétences. Et contrairement à ce qu'on croit, l'éducation d'un enfant n'est pas du tout intuitive. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de parents bien intentionnés qui détruisent leurs enfants et qui sont choqués lorsque leurs enfants leur disent un jour « Tu m'as jamais aimé quoi avec tout ce que j'ai fait pour toi ?» Donc, j'avais ce projet, je voulais créer cette école, je travaillais et je ramais, je n'arrivais pas à avancer parce que quand on est salarié, on est au travail, voilà, on est astreint à des heures de travail qui font que ce n'est pas évident de pouvoir avancer. Donc, soit je continuais, je pense que j'aurais eu une belle carrière chez Orange, j'étais plutôt bien partie, soit je répondais à cet appel pressant qui me disait « Pars, tu n'as plus ta place ici ». Et c'était très, très difficile. La première personne qu'il a fallu convaincre, c'était mon mari. Après lui, il y a eu qui? Les enfants, les parents. C'était un choc. Et puis mes proches. J'ai eu l'impression que j'annonçais même un décès à certaines personnes. Parce que le choc, c'était quoi?
tu as démissionné, tu t'en vas. C'était vraiment un choc pour l'entourage, un choc aussi pour mes collaborateurs, pour mes patrons. Il a fallu affronter cela et quand même partir. Le cheminement a été très, très long entre peur, entre le confort d'un salaire qui tombe tous les mois, qui est un salaire conséquent, et le vertige de l'inconnu. Parce que, quelles que soient les économies qu'on a, on ne peut pas tout prévoir. On ne sait pas, on peut faire les plus beaux business plans. En tout cas, moi, ce que j'avais prévu, peut-être que la question viendra, ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'ai vu tout de suite. Donc, c'est pour dire, on a ces peurs-là, on a ces peurs, on a ces craintes, mais en même temps, on a cette exaltation, cette excitation de se dire, on n'est pas des philanthropes. Quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle soit rentable et qu'elle nous apporte quelque chose. Mais moi, j'étais arrivée à un stade où c'était vraiment un devoir absolu de mettre en place ces 3 organisations-là, mais surtout pour tout ce qui concerne la formation. Je me dis, j'ai eu la chance d'être dans un groupe formidable qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis d'avoir peut-être une ouverture d'esprit que je n'aurais pas forcément eue si j'étais dans une entreprise locale. Je pense aussi, c'est quand je rédigeais ma thèse professionnelle à HEC Paris, cette thèse-là, elle était sur la révolution digitale et l'entrepreneuriat féminin. Je me dis, la révolution digitale est là. Il faut qu'on ait des entreprises bien structurées, des entreprises qui apportent quelque chose et que ça ne soit pas toujours une entreprise qui vient des États-Unis ou de la France, ce qui est souvent le cas. Les compétences sont là, on fait les mêmes écoles, on est aussi brillants qu'eux. Donc, pourquoi on a ce complexe-là de toujours attendre que ça soit l'autre qui le fasse pour nous? Bon, c'est juste apporter ma petite pierre réellement au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et mon ambition, c'est de le faire dans la sous-région et autant sur la formation que sur le soutien. Maintenant, par rapport à la famille, par rapport... Bon, les gens se demandent si tu es normal. Simplement. Surtout, moi, en plus d'avoir le salaire confortable, j'étais en expatriation. Donc, je peux vous dire, l'expatriation, on a le loyer gratos, on a un chauffeur mis à disposition, on ne paye ni l'eau, ni l'électricité, rien. Donc, enfin, on se dit, mais quelque chose ne fonctionne pas bien chez elle, ou bien elle doit être hyper frustrée dans son boulot, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Il y a aussi que je n'étais pas très loin de la retraite aussi, il faut le dire. Il y a les pour et les contre. On voit que les contre, c'est surtout les peurs, leurs peurs qu'ils expriment. Heureusement qu'il y a d'autres qui sont très, qui accueillent ça avec beaucoup d'enthousiasme et qui sont autour. Et ce que j'ai appris à faire pendant cette période-là, c'est d'écouter sans forcément attendre l'approbation des gens. J'écoute, j'écoute tout ce qu'on me dit. Je reste, je garde de l'empathie, mais je me dis, la dernière décision, moi je sais ce que je veux. Et ça faisait que renforcer ma conviction de ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire. C'est vraiment différent. Il n'y avait pas de frustration, bien au contraire. Je pense que Orange m'a beaucoup apporté. Je garde de très très bonnes expériences côté OCI, surtout la direction Orange Business. Mais comme l'a dit Fanta, je prends la deuxième partie de sa réponse. À partir d'un certain moment, on est proche un peu de la retraite. Donc, passé 50 ans, je pense qu'il faut commencer à réfléchir comment préparer sa retraite, comment avoir une bonne retraite. Il y a 2 cas de figure. Premier cas, je reste à Orange jusqu'à 60 ans. Il y en a qui se disent ça. Deuxième cas de figure, je me jette à l'eau. Je commence à avoir un projet, comment monter un business, comment se faire accompagner et tout.
Et moi, j'ai choisi justement ce deuxième cas-là parce qu'après 50 ans, je me suis toujours dit, même quand j'avais moins de 50 ans, qu'après 50 ans, c'est bon. Il faut que je sois mon propre patron, mon propre CEO, comme on dit. Voilà. Donc, c'est ça qui a été un peu le déclic. Et donc, Orange a favorisé cela en mettant en place un programme de départ volontaire. Donc, ça a été aussi un déclic. Donc, ça m'a laissé à peu près 3 ans pour préparer un peu tout le projet, pour essayer de mettre un peu de côté, pour voir un peu qu'est-ce que j'allais faire. Et puis voilà, je me suis lancé et je vous avoue que je suis très heureux. Je suis très heureux. Alors, la deuxième question, comment la famille, comment l'entourage a pris. Moi, en tout cas, ça a été très positif. C'est très positif parce que du côté familial, j'ai la chance, enfin j'ai un petit frère avec qui je suis très proche, qui a eu un parcours brillant dans le domaine de la finance, qui a occupé de très grands postes. Et lui, du jour au lendemain, il a arrêté. Mais je pense que lui, c'était plutôt par frustration. Il a arrêté, s'est lancé dans l'immobilier. Par frustration. Mais vraiment, il a été à une très bonne position. Il était même un directeur général adjoint dans une grosse structure et tout, même à l'étranger et tout. Mais il a arrêté du jour au lendemain. Donc lui-même, ça m'a inspiré. J'ai beaucoup discuté avec lui, il m'a donné quelques conseils et tout. Donc côté famille, côté mon épouse aussi pareil, bon, elle n'a pas... bon, de toute façon, comme on dit, l'homme est le chef de la famille. Donc, j'ai dit je m'en vais, donc voilà. On m'a juste posé la question, est-ce que tu as posé le coup? J'ai dit oui, tous les risques ont été évalués et puis voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est très contente. Et puis, au niveau de mes amis aussi, j'ai la chance d'avoir autour de moi quand même des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui se sont lancés beaucoup plus tôt que moi, qui m'ont même encouragé après 50 ans. Vraiment, je ne veux pas obliger les gens après 50 ans de partir, hein. Mais si tu sens que vraiment il y a quelque chose, il y a cette fibre-là, jette-toi à l'eau. J'expliquais le projet que j'avais, parce que mon projet, c'était créer une école de parents en ligne. Les gens qui se disaient, mais qui va aller payer, enfin, s'inscrire à une école de parents en ligne? On n'a pas besoin de se former pour être parent. Ça semblait être un plan sur la comète. Et j'ai constaté que plus j'essayais de convaincre les gens que mon idée était bonne, plus ils renforçaient mes doutes. Je vous assure, un soir, je discutais avec... une connaissance que j'ai, qui était bien intentionnée. Hein. Je lui ai expliqué les projets et puis elle me donnait des conseils. Non, on va faire ci, ça, c'est comme ça que tu pourras rentabiliser. Sinon, ça là, ça ne va pas marcher. Je suis rentrée tellement déprimée que j'ai composé un slam pour me consoler. J'ai écrit un texte, un rap même pour me consoler. Et ce soir-là, je me suis dit, bon, ok, je vais arrêter d'essayer de convaincre mon entourage. Je vais me lancer, aller chercher mes résultats et mes résultats vont parler pour moi. En fait, j'avais une stratégie bien claire parce que des années plus tôt, j'ai suivi une formation en ligne pour être entrepreneur sur le web. Comment commencer, comment se faire connaître, comment écouter les besoins de son audience, comment créer sa formation, son programme, comment le lancer. Donc la stratégie était bien claire. Le fait de voir des modèles de succès m'a beaucoup inspirée parce que la méthodologie était très clair. Je vois mon amie Pervenche qui est dans la salle. Vraiment, je lui suis très reconnaissante parce qu'à l'époque, j'avais plein de doutes. Elle aussi, elle a quitté. Elle était en banque. Elle s'est lancée. Elle a un incubateur qui accompagne les entrepreneurs. On a fait le lycée ensemble. Et j'ai démarré dans son coworking space. Elle m'a beaucoup encouragée. Et le fait de l'avoir vue partir 4 ans plus tôt, je lui disais, mais elle n'est pas morte. Je veux m'en sortir aussi. Je vais insister sur le point de l'indépendance émotionnelle. C'est primordial. À un moment donné, il faut écouter les gens et avancer. Ce qu'on a prévu, parce qu'on a de jolis slides avec de très beaux, avec un business plan, mais on a aussi beaucoup de promesses, parce qu'on a des gens autour qui vous disent, mais non, ce qui encourage d'ailleurs,
Moi, je suis là, je ferai ci, je ferai ça. Et finalement, quand on est dans le dur, on se rend compte qu'il y a des promesses non tenues. Il faut en tenir compte. Il y a des besoins financiers qu'on ne prévoit pas souvent. Donc, il faudrait avoir aussi des réserves financières qui sont prévues. Ne pas juste se dire, mais prévoir ça. Mais ce que moi, je retiens, il y a aussi de très belles surprises. De très belles surprises de soutien, de personnes, des soutiens inespérés et qui accompagnent et qui montrent que réellement, même si tout ce qu'on a prévu n'a pas fonctionné comme on voulait, il y a des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qui nous arrivent. Le plus gros défi que j'ai eu, c'était d'abord de créer l'entreprise de manière administrative. Et ça, c'est le parcours du combattant. Ça, c'est un point vraiment, vraiment... Quand on est salarié, on ne voit pas à l'extérieur comment les gens font pour monter des entreprises, quoi. Et je trouve que l'État n'accompagne pas les PME dans la création d'entreprises. Je trouve qu'il y a beaucoup de théories, mais que sur le terrain, la création d'entreprise, c'était vraiment parcours du combattant. Au moment de partir, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, tu quittes Orange, mais il ne faut pas compter sur Orange pour te dire que parce que j'étais Orange, donc j'aurai tous les marchés que je voudrais. Non, ça fait partie du business. J'ai de très bons rapports avec eux, je continue toujours à aller vers eux. Et donc, vraiment, il y a vraiment un gap entre ce que je comptais faire, ce que je prévoyais, et puis, dans la réalité, il y a eu quelques petites difficultés. Mais bon, ça n'empêche pas, en fait, d'avancer. Comme je dis, ça fait 1 an. Les succès que j'ai eus, c'est surtout par le réseau. Parce que c'est vrai que jeune entrepreneur, s'il y a quelque chose à avoir, il faut vraiment avoir, connaître, il faut avoir le réseau, quoi. En fait, moi, pour la création d'entreprise, j'ai eu moins de difficultés. Par contre, pour les autorisations spécifiques, c'est l'horreur. Moi, mon entreprise a été créée en 2020 et je n'ai pu avoir l'autorisation pour la grande école que cet été. Quand on veut tout faire normalement, en disant je ne vais pas demander, peut-être que j'ai été un peu aussi naïve par rapport à ça, quand on sait qu'il y a une porte qui peut, enfin un bras qui peut ouvrir la porte, il faut aller voir le bras. Parce que, oui, bon, moi je me suis dit, bon, je préfère faire les choses, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pareil pour avoir l'agrément FDFP aussi, j'ai couru derrière. Alors, ils sont venus visiter, j'ai tout fait normalement, mais bon, c'est très, 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 très compliqué. Ça, il faut le savoir. Et ne pas se dire, voilà, sur le papier, on a dit qu'il faut ça. Il faut prendre de l'avance par rapport à tout ce qui est autorisation spécifique si vous allez dans des domaines qui l'imposent. C'est tout ce qui est préfinancement. Il faut l'aspect financement parce qu'il faut beaucoup préfinancer. En tout cas, moi, dans mon domaine, on finance 80 à 90% de l'activité. Et ça, c'est lourd. Parce que, bon, juste pour expliquer, quand on a des consultants, quand ils doivent venir, il faut payer l'hôtel, il faut payer le billet. Et eux, avant qu'ils bougent de là où ils sont, il faut leur envoyer leur acompte. Et quand ils finissent, il faut leur enfin, voilà, il faut tout payer. Alors peut-être tu n'as même pas encore un bon de commande. Tu as juste quelque chose qu'on t'a signé et c'est tout. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est pour pouvoir conquérir le premier client. Jeune entreprise, dans le domaine ICT, tu n'as aucune expérience. Donc aujourd'hui, le client, pour te faire confiance, il a besoin de savoir quelles sont tes références. Et moi, je n'avais aucune référence. Donc pour qu'un client puisse me donner un bon de commande, me donner le OK, il faut vraiment, parce que c'est moi, à chaud à dents, il faut peut-être dire, je vais te donner cette chance-là. Donc j'ai eu, vous savez, ça a été une difficulté, donc j'ai pu contourner ça. Comme je l'ai dit, par le réseau aussi. On te donne cette opportunité, cette chance, et puis à partir de là, tu montes ton savoir-faire et puis tu avances. J'ai fait quelques solutions où on te donne un pilote, voilà, essaye,
et gratuitement, et puis on regarde si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, tu dis que ça a marché, mais après, problème de budget. Un peu les mêmes choses qu'on rencontrait quand on était même à la DOBB, quoi. Donc vraiment, c'est une stratégie, tu es obligé de passer par là. Gratuité, essaye, et d'ailleurs, moi-même, c'est ce que je demande, hein. Si tu veux ne me payer pas, je fais, et puis après, on regarde. Bon, moi, je n'ai jamais travaillé gratuitement, quand même. Ça, non, ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, ce que j'ai fait avec la grande école, parce qu'on a eu l'autorisation très tard, on l'a eu en fin juin, où toutes les écoles avaient déjà, enfin les gens, ceux qui passaient le bac, avaient en tête déjà là où ils voulaient partir. Donc ce que j'ai pu avoir, c'est quelques entreprises partenaires qui donnent des bourses. Et donc il y a des étudiants qui sont chez nous, qui ont des bourses, mais j'ai préféré jusque-là ne pas donner de bourse à 100%. Donc on donne 50% de la bourse et les parents payent là, parce que la scolarité est quand même un peu chère, c'est 2,5 millions. Sur le marché, c'est quand même le haut du marché. Voilà. Mais pas gratuitement. Le gros avantage d'un domaine comme le mien, c'est qu'on n'a pas besoin de financement. On a un ordinateur, une connexion Internet et son cerveau pour travailler. Sauf qu'à un moment donné, la masse de travail à accomplir est tellement énorme que ce n'est pas évident de pouvoir avancer seul. Pour la petite histoire, quand j'ai démarré éduquer son enfant, bon, comme vous le savez, j'étais chez Orange. Je n'étais pas seule dans l'équipe, on était une dizaine, mais c'est aussi des personnes qui ont cru dans la vision au projet, qui travaillaient, qui avaient leurs employeurs, qui ont décidé de rejoindre cette aventure-là. Et quand moi j'ai fait à un moment donné, il fallait faire le saut, donc j'ai fait le saut, j'étais là, beaucoup de travail à faire. C'était pas évident. Les autres membres de l'équipe étaient de bonne volonté, mais c'était pas toujours évident de pouvoir aider parce que bon, ils avaient aussi leurs contraintes. Donc là, il a fallu recruter et c'était chaud, c'était pas évident. Mais comme Fanta l'a dit, on a aussi de très belles surprises. Moi, j'ai un business angel qui est arrivé, alors que je lui ai même pas demandé, hein, et puis qui m'a dit prends quelqu'un, je paye son salaire. Et pendant 6 mois, le salaire a été payé comme ça. Et ça a permis d'aller plus vite dans les tâches à réaliser. Et pour un projet comme le mien, en fait, il y avait tellement de travail. Par moment, on a l'impression qu'on travaille, on ne voit pas le fruit de son travail et ça décourage. Parce que moi, quand je partais, je m'étais dit que j'allais lancer mon école au bout de 3 mois. Finalement, je l'ai lancée au bout de 15 mois. Pendant ces 15 mois, comment fait-on quand on n'encaisse rien? Et puis on se dit, ok, j'ai travaillé 15 mois, mais si à la fin, l'école même n'intéresse personne, comment est-ce qu'on fait? Donc il faut pouvoir garder ce cap-là. Une autre grosse difficulté que j'ai connue, c'était toutes ces montagnes russes, émotionnelles. Tu te lèves un matin, tu es excité, emballé, le lendemain tu es découragé, après tu es stressé, tu es remotivé. Et moi je suis croyante, pendant ces temps-là, la prière m'a beaucoup aidée. Et puis le soutien aussi de mes proches, mon mari, de plusieurs proches m'a beaucoup aidée. Voilà. Et une fois maintenant qu'on est arrivé au bout du projet, qu'on a lancé l'école, la grosse difficulté qu'on a rencontrée, qu'on rencontre toujours, c'est les paiements en ligne. Les paiements en ligne parce que l'environnement n'est pas encore très mature par rapport à cela. Et les gens veulent s'inscrire, mais c'est difficile de pouvoir payer en ligne. Et puis, on a des élèves aussi, pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, les banques bloquent les transactions. Je me souviens, après avoir fait le premier webinaire de vente, on regardait les inscriptions, on ne voyait pas grand-chose. Et puis un soir, j'étais triste, je disais « Oh, personne ne s'inscrit, tout ça ». On va regarder dans les logs, on voit des gens qui essayaient de payer 20 fois et ça échouait. Donc on s'est dit « Waouh ». C'est pénible et c'est un vrai besoin sur le marché. En tout cas, s'il y a des entrepreneurs dans la salle qui veulent adresser ce problème de paiement en ligne, c'est un marché qui est vraiment porteur parce que Internet va se développer en Afrique, c'est sûr. C'est même plus du besoin en fonds de roulement. C'est d'être plus précautionneuse par rapport à ça. Le recrutement, Nissan a parlé tout à l'heure. Avoir les bons profils.
Au démarrage, je n'avais pas voulu payer un cabinet pour recruter pour moi. Je me disais, bon, je pouvais parler par le bouche à oreille. Mais je pense que c'est une erreur. C'est vrai que ça a un coût, mais ça n'a rien à voir. Donc ça, j'aurais gagné du temps si j'étais passée par un cabinet pour me trouver le bon profil tout de suite. Je pense que si j'avais su que ça allait être aussi long, j'aurais créé mon entreprise en étant en Orange. Quitte à la créer de manière juridiquement, même s'il n'y a pas d'activité, parce que j'ai perdu pratiquement 6 mois avant qu'il y ait une première activité, avant que l'entreprise existe de manière juridique. Donc ça, je l'aurais fait. Je pense que c'est le conseil que je pourrais donner. Si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer, s'il est sûr qu'il est prêt, qu'il commence dès maintenant déjà à lancer la partie création administrative de l'entreprise. Jeune entreprise, pour ne pas prendre de risque en termes de recrutement pour le personnel, je pense qu'il faut essayer d'aller minimaliste. Donc aujourd'hui, on est 2 dans mon entreprise, mais bon, je fais tout. Je fais le secrétariat, je fais la prospection, je fais les offres, je fais tout. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui, ça marche très bien. Donc d'ailleurs, c'est parce que j'étais Orange que j'ai appris à répondre à des offres en étant en contact avec les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais fait. Ce qui marche bien aussi, je pense que ce que je pourrais comme conseil, c'est que lorsqu'on est jeune entrepreneur, lorsqu'on se lance, on a envie de faire plein de choses, aller dans tous les sens. Tu veux faire de l'ICT, tu vas aller faire, peut-être même tu vas vouloir vendre shawarma, tu vas vouloir faire quelque chose, plein de choses dans tous les sens. Moi, ce que j'ai fait, je suis resté dans ce que je connais, dans ce que je sais faire, c'est-à-dire rencontrer les entreprises, rester dans le B2B, leur proposer des solutions ICT. Donc c'est vraiment ne pas se disperser dans tous les sens au démarrage de l'activité. On apprend en marchant, on tombe, on fait des erreurs, on corrige. Et sinon, si on veut attendre que tout soit bien, il n'y a jamais le bon moment pour se lancer. Moi, ça fait 2 ans. Le petit bilan que je fais, c'est que c'était vraiment la bonne décision de partir parce qu'aujourd'hui, c'est 0 regret. L'école est lancée depuis un peu moins d'1 an et on a déjà 200 élèves qui ont rejoint l'école qui s'appelle Parents Avisés Premium. C'est une très, très belle fierté. Je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je ne pense pas, parce que je pense que le timing était le bon. C'était quand même le bon. Et si je dois donner des conseils à des personnes qui sont en entreprise, qui veulent entreprendre, je leur dirais de profiter de la période pendant laquelle ils sont en entreprise pour apprendre au maximum. Moi, j'ai eu ce privilège de travailler chez Orange. J'ai beaucoup appris et cela me sert énormément dans mon entreprise. Quand je parle d'apprendre, c'est c'est ne pas se cantonner sur ses tâches, sur ses activités. Il faut lever la tête et regarder tout ce qui se fait ailleurs. C'est dans cette posture-là que j'étais. J'ai commencé à la direction technique, donc ingénieur, on parle aux machines, aux ordinateurs, tout ça. Et tout en évoluant, pendant tout le parcours, je me suis intéressée à ce que les autres faisaient. Fanta était à la direction de la relation client, on a eu à travailler ensemble. Donc et ça m'aide aujourd'hui parce que je gère des clients. Ce que j'ai pu voir de l'activité de Fanta m'aide à gérer mes clients. Kadi est là, elle a fait le marketing. J'ai travaillé aussi avec le marketing. Ça m'a aidé à comprendre comment on conçoit une offre. J'ai travaillé avec des financiers. Je ne suis pas d'origine à la base financière. Mais je comprends comment ça marche parce que quand on est au début, on est tout seul et on a plein de choses à gérer en tout cas. Et ça demande plein de compétences. Achou disait tout à l'heure, il a 56 ans, mais il est jeune entrepreneur. 56 il est jeune entrepreneur. Et c'est vrai que moi, du haut de mes 18 ans d'expérience de salarié, quand j'ai démissionné, j'ai eu le sentiment d'être un bébé entrepreneur. Moi, mon mari, il est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Je lui disais, mais respect, quoi, parce que c'est pas la même chose. Ça demande plein de compétences. En entreprise, il y a un cap qui est fixé, il y a des objectifs, il y a une direction. Quand tu bosses pour toi-même, tu as toute la mer qui est là, tu peux aller où tu veux. Et si tu n'es pas discipliné, c'est vraiment important pour se focaliser sur une idée. Moi, éduquer son enfant, ce n'est pas ma seule idée. Hein. J'ai eu plein d'autres idées en cours de route. Mais quand on se lance, il faut se focaliser sur une idée et se mettre à fond. Parce qu'à tout travail, il y a du profit. Donc, il faut se mettre à fond. Il y a un moment où on sème avec des larmes. On a l'impression que ce qu'on fait risque de
pas forcément marcher, on ne voit pas le fruit, ça peut emmener à vouloir baisser les bras, se décourager. Mais quand à la fin, on lance le projet et qu'on voit 200 parents au bout d'un an et qu'on voit des témoignages de personnes qui disent « mais merci, la formation a transformé ma relation avec mes enfants, la relation avec mes conjoints, ça dépasse largement mes attentes, ce programme, merci Eunice ». On se dit « ouais, c'était la bonne décision et tout ça en valait vraiment la peine ». Merci beaucoup. On a conclu de la plus belle des manières sur un message d'encouragement et d'espoir pour tous les entrepreneurs aspirants dans la salle. Le moment est venu d'interagir avec le public. Je suppose que pas mal de questions vont être posées. Donc, le micro est ouvert. Vous, justement, en tant qu'entrepreneur, quel type de formation ou je vois par exemple, tu as dit que tu as fait une formation en ligne sur des sujets, etc. Vous pensez que vous auriez aimé avoir ou qui serait nécessaire? Est-ce que vous vous dites vraiment on apprend sur le tas, peu importe ce que vous faites, nous il faut apprendre, il faut former, il faut se challenger, ou est-ce que vous vous dites mais par contre il y a tel genre de choses, si je savais que dans un espace comme le Digital Center Orange Fab je pouvais venir acquérir, ça m'aurait apporté quelque chose? Je pense qu'il est fondamental de comprendre les finances. Voilà, c'est vrai que le digital, il faut maîtriser tous les métiers, mais en tant qu'entrepreneur, même si c'est pas, en fait, si on n'est pas nous-mêmes le gestionnaire des finances, il faudrait comprendre de quoi il retourne et comment on équilibre ses comptes. Pour moi, ça, c'est essentiel. À la suite de Fanta, moi je dirais 2 domaines, les finances et la partie juridique. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai vécu, même la partie finance. Tout ce que je sais de la partie finance, je l'ai appris aujourd'hui à Orange. Les histoires de PNL, des PIDA, tout ça, je l'ai appris à Orange. Mais je pense qu'on a besoin quand même de renforcer cette capacité-là quand on est entrepreneur pour pouvoir challenger même et le client et nous-mêmes nos offres. Adam l'a dit tout à l'heure, c'est le réseau. En fait, des gens que tu connais qui peuvent te mettre en relation avec d'autres. Il faut forcément avoir un réseau. Parce que quand on est une entreprise qui vient d'être créée, on n'a pas de référence. En fait, c'est comme celui qui sort de l'école, on veut qu'il ait de l'expérience, il n'a pas d'expérience. C'est pareil. Quand on crée une entreprise, on n'a pas de référence. Et soit on te fait confiance parce qu'on dit que tu viens d'un grand groupe, mais ce n'est pas tout. Pour accroître le portefeuille, il y a peut-être le try and buy, comme propose, dont parlait Acho tout à l'heure. Donc, tu essayes, tu ne payes pas tout de suite. On te fait essayer nos formations. Et moi, je prends l'exemple de la formation. On fait essayer une formation en formation continue. Par exemple, en entreprise, on peut dire, on prend le CODIR, qui est en général assez restreint. On fait une formation, on déploie une formation au sein du CODIR. Et ça, c'est juste pour qu'ils connaissent et qu'ils voient un peu l'expertise qu'on a et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc ça peut fonctionner. Après, il y a toutes les autres méthodes de recrutement qui sont, en fait, d'avoir un pool de commercial ou de travailler avec des commerciaux qui sont en externe. Ça se fait beaucoup, et puis des apporteurs d'affaires aussi. Voilà. Moi, c'est dans mon comment essayer d'entretenir le portefeuille? Pour entretenir le portefeuille, tu entretiens ton réseau. Et donc, ça veut dire c'est beaucoup de prospection, beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous avec ton réseau. Dans mon cas, je n'ai pas de commercial, donc je suis moi-même mon propre commercial. Donc, c'est clair que je suis obligé d'aller vers les gens. Donc, c'est vraiment l'affichage, se faire connaître, participer à beaucoup de séminaires, à beaucoup de rencontres, à beaucoup d'after-work. C'est vraiment entretenir, animer son réseau. Bon, moi j'ai pas de contrat particulier parce que c'est le grand public. Comment j'obtiens les clients? Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de conseils gratuits pour qu'un maximum de personnes puissent goûter à ces conseils. Et il y a plusieurs personnes qui ont envie d'aller plus loin, donc qui peuvent rejoindre la formation. Donc la famille, on a dit qu'on était en famille. Si vous voyez mes publications, partagez au...
dire que j'ai pas. En fait, il fallait que je réponde à la question en disant que j'ai un associé, j'en ai. Mais moi, je l'appelle Business Angel. Il est plus un Business Angel parce que je fais ce que je veux, je ne rends pas compte. J'ai ce support, ça me rassure de savoir, même si je ne rends pas de compte, je sais qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter, et quelqu'un avec qui je peux discuter, quelqu'un qui peut, parce que c'est un grand, enfin, c'est un entrepreneur qui a plusieurs sociétés. Je sais que c'est comme un mentor, en fait. Voilà. Mais le fait de savoir que j'ai ce bac-là, c'est rassurant. Et moi, ça m'apaise, quelque part. Non, moi, j'ai pas d'associé. Je me suis lancé seul. Mais bon, c'est quelque chose que je pourrais creuser peut-être au bout de 2 ans en faisant un bilan d'activité. Si peut-être j'ai besoin de booster un peu l'activité de manière peut-être financièrement, peut-être ça viendrait. Mais aujourd'hui, non. Je me dis, un cabinet de conseil, pour l'instant, je démarre seul. Je regarde un peu pendant 1 an, 2 ans comment les choses évoluent. Mais si le besoin se fait sentir, je vous avoue, ce n'est pas quelque chose, je serais contre, quoi. Moi, je voulais répondre à la deuxième question. Je n'ai pas d'associé. Comment trouver le bon produit pour son audience? Partager un peu mon expérience. J'ai éduqué son enfant. Pour créer le produit, on a associé l'audience. Comment, en envoyant un sondage à l'audience, on a demandé aux parents quel est votre objectif concernant l'éducation de vos enfants. Ils nous ont répondu. Quelle est votre plus grosse frustration en ce moment? Voilà, ce sont ces 2 questions qui ont aidé à créer le produit. L'objectif, la plus grosse frustration. Après, bon, d'autres questions. OK, supposons qu'on crée un produit qui réponde à votre offre. Sous quel format voulez-vous? Des vidéos, des emails, un livre? Voilà, c'est ce qui nous a permis vraiment de designer le programme. Et l'audience s'est sentie engagée pendant tout le processus. Donc à la fin, quand tu présentes à quelqu'un la solution à son problème, s'il a les moyens et que c'est vraiment un problème pour lui, il achète. À mon avis, le premier signe, c'est d'avoir une pensée obsessionnelle de son projet. D'y penser tout le temps, tous les matins. De ne plus avoir, en tout cas en ce qui me concerne, cette envie de travailler, de faire le travail pour lequel on est payé tous les jours, de le faire alimentairement. C'est-à-dire, il arrive un moment où on sait que ce qu'on fait, on le fait juste pour le salaire. Bon, moi, en ce qui me concerne, 3 signes. Le premier que je vois déjà, qui est le plus important, déjà, c'est l'âge. Hein? L'âge. Ça, je vais dire, comme je le dis et je le répète, après 50 ans, je pense qu'il faut commencer à préparer sa retraite. C'est quelque chose de très important. Le deuxième signe, après, c'est comment tu vis ta vie en entreprise. On a parlé de frustration, on a parlé de motivation, donc peut-être qu'il n'y a pas de... tout ça n'y est plus. Et donc, ce qui fait que quand il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette envie, peut-être qu'il faut regarder autre chose. Souvent, les gens ont peut-être ces signes-là, mais ils se disent non, je vais peut-être aller dans une autre entreprise, peut-être pour voir. Mais si on n'a pas cette motivation, on continue à être frustré chaque jour, ou bien il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, tu es dans l'entreprise, mais tu n'évolues pas. Et tout à l'heure, quand je disais, ce n'est pas forcément une frustration, hein, d'être frustré dans ce qu'on fait, mais de ne plus être motivé pour ce qu'on fait. Perte de sens. C'est vraiment, quand on a une perte de sens, c'est de se poser la bonne question. Pourquoi je n'ai pas envie, pourquoi le matin elle pleurait pour aller au travail, alors que c'est une bosseuse, c'est quelqu'un qui aime bosser. En fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment, quand on n'a plus envie d'aller faire ce pourquoi on est payé, c'est se poser la bonne question. Moi, ma plus grosse peur, c'est, bon, évidemment, il y a la perte de revenus, mais c'est aussi parce que le domaine dans lequel je suis demande énormément d'investissement. L'équipement des classes, et comme on est dans le digital, c'est vraiment lourd comme investissement, c'est que ça ne marche pas. En fait, c'est de perdre en fait, ce qu'on a investi
Voilà, ça, c'est la perte de l'investissement. En fait, toujours finance. Moi, je dirais comme Fanta, oui, les deux signes que Fanta a bien dit, hein, pensée obsessionnelle, et puis on a perdu toute motivation, tout sens. Et le troisième signe, je dirais, c'est avoir démarré une activité qui est en train qui est sur une pente ascendante. Parce que quand on a les deux premiers signes, si le troisième signe n'est pas là, on peut faire un saut et se casser la figure. Voilà. Et moi, l'une de mes plus grosses craintes, c'était ça, la peur de ne pas m'en sortir, la peur aussi que ça ne marche pas. Et je me souviens que à l'époque, je regardais autour de moi, je regardais les gens, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient réussi, des gens qui n'avaient pas réussi. Et les gens qui n'avaient pas réussi, quand je les regardais, ça me filait la trouille. À un moment donné, je me suis dit, mais non, je vais avoir un regard sélectif. Voilà. Je regarde que les gens qui ont réussi, parce qu'on est obligé de réussir. Et si jamais on lance que ça ne marche pas, c'est ce que mon mari me disait, il dit, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On va s'asseoir, on va réfléchir pour voir ce qui n'a pas marché, et on relance encore. Mais en fin de compte, ça doit marcher. Tenons à vous remercier et à remercier les panélistes. Merci beaucoup pour vos contributions.